Et si la faiblesse n'était pas une question de force, mais une menace silencieuse qui corrompt tout autour de vous, y compris vous-même ? Imaginez une salle remplie de leaders et de stratèges, tous porteurs de cette confiance caractéristique de ceux qui ont l'habitude de décider du sort des autres. Tout à coup, une question inattendue, simple mais déconcertante, est posée. Feriez-vous confiance à quelqu'un que vous considérez comme faible ? Dans d'autres contextes, cette question pourrait sembler innocente, mais dans cette situation, elle devient explosive. Pour beaucoup, la réponse peut influencer non seulement une relation, mais aussi le destin d'une nation tout entière. Ce scénario fictif soulève l'une des questions les plus provocantes de la philosophie. Jusqu'à quel point la faiblesse est-elle réellement neutre, voire inoffensive ? Pour Nietzsche, la faiblesse ne se limite pas à un manque de force physique ou de confiance en soi. Il la voyait comme un état intérieur capable de corroder non seulement l'individu, mais aussi l'environnement qui l'entoure. Mais la faiblesse mérite-t-elle réellement cette méfiance ? Est-elle aussi inoffensive qu'on le croit souvent ? Explorons la perspective dure et fascinante de Nietzsche sur ceux qu'il appelait « faiblesse déguisée ». Un manque de courage intérieur qui, selon lui, peut conduire au ressentiment et même à la malhonnêteté. En comprenant comment Nietzsche associait la faiblesse à l'auto-illusion et à la dépendance émotionnelle, nous pouvons commencer à questionner nos propres attitudes et voir comment elles affectent nos vies et nos relations. Pour Nietzsche, la faiblesse allait bien au-delà de la fragilité physique ou d'une hésitation passagère. Il la considérait comme une incapacité à agir avec une honnêteté totale envers les autres et envers soi-même. Selon lui, ce manque d'honnêteté crée une forme d'auto-illusion, où l'individu se cache derrière des excuses et des illusions pour éviter d'affronter de face ses propres désirs, frustrations et limitations. Pensez à ces moments où, face à une déception ou une perte, vous vous dites « Je savais que ça ne marcherait pas ». Une phrase simple, mais qui cache souvent une stratégie de protection. On évite d'admettre à quel point on désirait vraiment ce qu'on a perdu. Pour Nietzsche, cette réaction révèle une forme de faiblesse, car elle implique de déformer la vérité pour préserver son propre orgueil. C'est comme si la personne se construisait une sorte d'armure émotionnelle pour échapper à l'inconfort d'affronter la réalité. Pour illustrer ce concept, Nietzsche fait référence au personnage principal de la nouvelle Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Ce personnage vit un amour intense mais non partagé. Après avoir ouvert son cœur à la femme qu'il aime, il est rejeté. Plutôt que d'accepter la douleur et la frustration d'avoir été abandonné, il tente de se convaincre qu'il est en paix, affirmant que seul le bonheur de l'autre compte. Mais, au fond, il sait qu'il se ment à lui-même. Ce manque de sincérité envers lui-même l'empêche d'accepter la perte et de tourner la page. Nietzsche considérait ce type de comportement comme le signe d'une faiblesse plus profonde. Ce n'est pas seulement un manque de courage, mais une incapacité à affronter la vérité et à agir en fonction de ses vrais sentiments. Pour lui, cette faiblesse déguisée a des effets néfastes, non seulement sur la vie de celui qui la pratique, mais aussi sur celle de son entourage. Une personne qui vit dans l'auto-illusion et évite de confronter ses frustrations tend à s'enfermer dans une prison invisible, où le cycle de l'illusion et de la fausseté ne fait que s'intensifier avec le temps. Ainsi, pour Nietzsche, la faiblesse intérieure est comme un piège que l'on construit soi-même. Et le plus grave, c'est qu'elle devient souvent un cercle vicieux. Plus on se cache derrière des illusions pour éviter de faire face à la vérité, plus il devient difficile de vivre de manière authentique et d'affronter les défis avec honnêteté. Et c'est précisément dans ce cycle d'auto-illusion que l'on trouve l'un des sentiments les plus corrosifs selon Nietzsche, le ressentiment, une conséquence presque inévitable lorsque l'on refuse de confronter ses propres faiblesses. Pour Nietzsche, la faiblesse ne s'arrête pas à l'auto-illusion. Il croyait que lorsque nous refusons d'affronter nos faiblesses de manière honnête, elles grandissent et se transforment en quelque chose de plus corrosif encore, le ressentiment. Selon Nietzsche, le ressentiment naît lorsque nous refusons de gérer nos frustrations de manière mature, devenant l'une des manifestations les plus destructrices de la faiblesse. Prenons une situation courante. Une personne qui fait tout pour plaire aux autres, espérant en retour reconnaissance ou gratitude. Lorsque cette reconnaissance n'arrive pas, cette personne réagit souvent avec amertume. Au lieu d'accepter la situation, elle développe un ressentiment envers ceux qui n'ont pas répondu à ses attentes. Pour Nietzsche, ce ressentiment n'est pas une simple réaction passagère, mais un cycle répétitif de faiblesse qui continue d'alimenter l'insatisfaction personnelle. Nietzsche utilise l'exemple du gentil garçon ou du nice guy, cette personne qui tente de se distinguer par sa gentillesse et ses qualités, espérant gagner l'admiration ou même l'amour des autres. Mais lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il commence à mépriser ceux qui l'ont rejeté.
Selon Nietzsche, il s'agit d'une faiblesse déguisée en vertu. Le gentil garçon refuse d'accepter que ses attentes n'ont pas été satisfaites et en réponse, il cherche à dévaloriser ceux qui ne l'ont pas valorisé. Ce ressentiment, pour Nietzsche, est l'une des pires formes d'auto-illusion, car il affaiblit la personne de l'intérieur tout en cherchant à se protéger de la vérité. Nietzsche affirmait également que le ressentiment pouvait avoir un impact beaucoup plus profond, en se propageant et en affectant la société. Lorsqu'une personne se sent incapable d'obtenir ce qu'elle désire, elle peut finir par dévaloriser ce désir lui-même, voire essayer de convaincre les autres que ce désir est futile ou immoral. C'est comme si, incapable de conquérir quelque chose, elle essayait d'en rabaisser la valeur pour se sentir mieux. Et, selon Nietzsche, cette mentalité ne nuit pas seulement à l'individu, mais se répand, créant une culture de négativité où l'authenticité et la quête d'une vie épanouie sont perçues avec méfiance. Cette morale du ressentiment, comme Nietzsche la décrivait, est comme une ombre qui éteint la joie et la capacité d'apprécier la vie. En évitant de confronter nos propres faiblesses et en refusant l'effort nécessaire pour nous renforcer, nous finissons par créer des schémas de négativité qui limitent tout le monde. Nietzsche avait une vision radicale de la compassion et de la pitié, bien différente de celle à laquelle nous sommes habitués dans la culture occidentale. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que la compassion et la pitié sont des vertus, des moyens d'apporter du soutien à ceux qui en ont besoin et de faire preuve de bonté. Mais pour Nietzsche, la compassion comportait un danger caché, une forme de piège qui pouvait limiter l'autonomie de celui qui recevait de l'aide et même masquer une faiblesse déguisée chez celui qui l'offrait. Selon Nietzsche, la compassion n'est pas toujours un acte de véritable bonté, mais souvent une manière pour celui qui aide de se sentir supérieur ou important. Imaginez quelqu'un qui aide constamment ses amis ou sa famille, mais qui, en retour, s'attend à être considéré comme indispensable. Pour Nietzsche, cette aide illustre une faiblesse déguisée. La personne qui aide cherche en réalité à contrôler ou à créer une dépendance émotionnelle chez les autres. Ce faisant, elle recherche une validation et une position de pouvoir, tout en affaiblissant l'autre. Un exemple clair pourrait être un ami toujours présent qui, au fond, aide dans l'espoir d'obtenir une admiration constante ou une reconnaissance émotionnelle. Nietzsche voyait ce comportement comme malhonnête, car il crée une dépendance chez celui qui reçoit l'aide, l'empêchant de se renforcer et de trouver son indépendance. Au lieu d'apprendre à résoudre ses propres problèmes, la personne aidée finit par se complaire dans cette dépendance croissante envers celui qui l'aide. Cette dynamique, pour Nietzsche, ne fait que renforcer la faiblesse des deux côtés. Nietzsche croyait que la véritable force et générosité consistait à encourager les autres à se renforcer par eux-mêmes, et non à les maintenir dans un état de fragilité. Il appelait cette approche la magnanimité, une forme de générosité qui vise à autonomiser les autres sans créer de lien de dépendance. Pour Nietzsche, la magnanimité est l'expression d'une force authentique, car celui qui est vraiment fort n'a pas besoin que les autres soient faibles pour se sentir supérieurs. Pour lui, la compassion fondée sur la dépendance ou sur des intérêts cachés est une forme de fausseté qui dissimule l'insécurité et le besoin de validation de celui qui offre son aide. Et l'impact de cette faiblesse va bien au-delà des relations individuelles. Il touche profondément ceux qui vivent sans structure intérieure, sans fondation solide. Car, en fin de compte, que reste-t-il à une personne qui sent qu'elle ne peut même pas compter sur sa propre force ? Pour Nietzsche, la faiblesse ne se limitait pas à l'auto-illusion ou à la dépendance envers les autres. Il la percevait comme une absence de direction intérieure, un manque de volonté, de force pour tracer son propre chemin et poursuivre des objectifs authentiques. Cette faiblesse intérieure émerge lorsque nous échouons à organiser nos désirs et à les orienter, ce qui nous rend vulnérables aux influences extérieures et aux circonstances, vivant à la dérive sans cap précis. Nietzsche croyait que notre force intérieure était étroitement liée à notre capacité à structurer et à contrôler notre volonté. Lorsque nous laissons nos désirs se disperser, notre énergie se fragmente et nous perdons clarté et détermination. C'est comme si nous étions absorbés par les opinions et les désirs des autres, dépourvus de notre propre centre de gravité. Ce manque de concentration et de direction, selon Nietzsche, est l'une des formes les plus dangereuses de faiblesse. Un bon exemple de cela est ce que Nietzsche appelait le caméléon social. Cette personne qui change de personnalité, d'opinion ou de comportement à chaque nouvel environnement ou groupe. Elle s'adapte pour plaire aux autres, changeant constamment pour s'intégrer. Mais au fond, elle ne sait pas vraiment qui elle estimait être pour Nietzsche. Cette incapacité à rester fidèle à ses propres valeurs est une faiblesse qui détruit l'identité,
transformant la personne en un simple reflet des attentes extérieures. Cette désorganisation de la volonté, cette faiblesse de caractère, finit par créer un vide intérieur. Nietzsche associait cette condition au nihilisme, une sensation de vide existentiel qui émerge lorsque nous n'avons rien de véritablement significatif pour nous guider. Une personne qui vit ainsi est constamment en quête de validation extérieure, mais elle ne trouve jamais de satisfaction durable, car cette satisfaction dépend de quelque chose qui échappe à son contrôle. C'est comme essayer de remplir un espace avec quelque chose qui ne reste jamais en place. Et ce manque de structure intérieure, cette absence de vraie force, soulève une question troublante. Que se passe-t-il lorsqu'une personne sans direction, sans conviction, se heurte aux défis inévitables de la vie ? Peut-être, face à cette profonde faiblesse, la seule issue est de chercher une nouvelle manière d'exister, un nouveau sens capable de transformer sa perception de la réalité. Pour Nietzsche, la véritable force humaine ne réside pas dans la puissance physique ou les accomplissements matériels. Il voyait la force comme une qualité profonde, la capacité de surmonter les limitations, de vaincre les insécurités et de diriger sa propre vie avec autonomie. Ce concept de force intérieure était si central dans la philosophie de Nietzsche qu'il imagina une figure pour incarner ce dépassement. Le surhomme, Übermensch en allemand, quelqu'un qui vit au-delà des valeurs conventionnelles et des faiblesses qui emprisonnent la majorité. Cependant, le surhomme n'est pas un super-héros au sens littéral. Pour Nietzsche, il symbolise un individu qui maîtrise pleinement sa vie, sans être guidé par le ressentiment ou la recherche de l'approbation des autres. Le surhomme crée et suit un ensemble de valeurs qu'il juge significatives, sans dépendre des attentes de la société. Il représente quelqu'un qui vit intensément, acceptant la vie dans son intégralité, y compris ses contradictions et ses défis. Cet idéal inclut également un concept profond que Nietzsche appelait « amor fati » ou l'amour du destin. Cela signifie embrasser tous les aspects de la vie, qu'ils soient agréables ou douloureux, sans tenter de nier ou de fuir ce qui est inconfortable. Pour Nietzsche, ce n'est qu'en cessant de diviser la vie entre bon et mauvais, et en acceptant que chaque expérience fait partie de ce que nous sommes que nous pouvons réellement vivre pleinement. Le surhomme est en essence quelqu'un qui a le courage d'être fidèle à lui-même et de tracer son propre chemin, même si cela signifie affronter les critiques ou l'incompréhension des autres. Pour lui, la vie est un voyage d'autodépassement, où le véritable succès ne se mesure pas selon les normes des autres, mais par son engagement envers ceux qu'il considère comme le meilleur de lui-même. Nietzsche savait que cet idéal n'était pas accessible à tout le monde, et que peu étaient prêts à emprunter ce chemin. Après tout, vivre comme le surhomme exige une force immense, une détermination inébranlable, et la capacité de voir au-delà des conventions. Mais pour ceux qui réussissent à dépasser leurs faiblesses et à trouver un sens dans leur propre destinée, ce qui reste est quelque chose de rare, une liberté que peu osent rechercher, la liberté d'exister dans sa forme la plus authentique. Mais sommes-nous vraiment prêts à affronter ce que cette liberté exige ? Tout au long de cette réflexion, nous avons exploré la vision forte et provocatrice de Nietzsche sur la faiblesse. Pour lui, la faiblesse n'était pas simplement une caractéristique personnelle, c'était une force capable de corroder le caractère, de générer du ressentiment et même d'influencer négativement la société. La force que Nietzsche défendait allait bien au-delà de la puissance physique ou du statut social. Il s'agissait du courage d'être authentique et de rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances ou le jugement des autres. Pour Nietzsche, vivre de manière authentique demande une énorme détermination à affronter ses propres limites et à relever les défis de la vie sans illusion. Il croyait que cette force intérieure découle d'une volonté structurée, d'une disposition à prendre des décisions sans dépendre de la validation extérieure et surtout sans sombrer dans l'auto-illusion. Selon lui, la bonté et la générosité authentiques ne peuvent émaner que d'une force véritable. Une force qui n'a pas besoin de diminuer les autres pour se sentir complète, mais qui cherche à s'élever personnellement. Et c'est ici qu'entre en jeu l'amor fati, l'amour du destin. Cette idée de Nietzsche nous met au défi d'accepter la vie telle qu'elle est, avec toutes ses difficultés, incertitudes et joies. Il croyait que seuls ceux qui peuvent embrasser tout ce que la vie offre peuvent vraiment vivre pleinement, sans chercher d'excuses pour être ce qu'ils sont. Vivre de manière authentique est, pour Nietzsche, un acte de courage, un voyage au-delà des illusions. Mais la philosophie de Nietzsche ne nous invite ni au mépris, ni à l'indifférence envers le monde. Elle nous invite à abandonner les illusions et à cultiver la force nécessaire pour vivre avec un but, de l'authenticité
et du courage. C'est une philosophie qui défie, mais qui inspire également. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour vivre avec la plus grande honnêteté et vérité ? Peut-être que la grande question que Nietzsche nous pose est la suivante. Avons-nous le courage d'être authentiques dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer ? Car, en fin de compte, vivre de manière authentique est un acte de liberté que seul le courage peut soutenir. Et cette liberté a le pouvoir de transformer notre existence en quelque chose de bien plus significatif. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.